La tribune des décideurs chaque lundi 12h30, 13h, une demi-heure interactive pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à celles et ceux qui font l'économie. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Cegid et nous allons vous interroger en compagnie de la tribune représentée par Robert Jules, son rédacteur en chef. Ici, pendant cette demi-heure, on commence tout de suite par une première rubrique consacrée au décryptage par vos commentaires de l'actualité économique. Alors, plusieurs sujets qui animent cette actualité économique. J'entendais ce matin à la radio que le président de la République, François Hollande, estimait qu'il avait fait le job maintenant, qu'on était au bout finalement de ce qu'il fallait faire en termes de réformes dans l'économie. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? C'est compliqué parce que dire qu'on a fini et fait le job, c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit, parce qu'évidemment le pays ne vit pas dans un cocon, il vit dans son monde et on parle beaucoup de mondialisation. Dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre ou en démarrage de mise en œuvre, oui, mais il me semble que la question plus fondamentale, c'est la logique de stabilisation. Finalement, quand on regarde, mais c'est vrai pour le citoyen, mais parlons des entreprises, quand on regarde le sujet du dirigeant entreprise, il a besoin de visibilité et je dirais même qu'il a besoin de lisibilité sur l'action. Et finalement, on parle beaucoup de pression fiscale, mais c'est bien plus l'instabilité fiscale que la pression fiscale qui pose un problème. Et donc nous, dirigeants d'entreprise, nous appelons de nos voeux le fait qu'on nous a planté un décor, ou on nous plante un décor, on va le changer, mais surtout le changer, c'est-à-dire mettre en place des réformes, mais surtout qu'après on ne bouge plus et qu'on nous laisse jouer la pièce. Vous trouvez qu'il y a de la lisibilité quand on va voir le MEDEF, on dit j'aime l'entreprise, et qu'après, même si c'est remis en cause, on veut taxer les dividendes par des cotisations sociales, qu'on laisse passer la loi Hamon sur la vente, notamment la cession des entreprises, qui est la pénibilité, la simplification administrative qui a l'air complexe à mettre en œuvre. Enfin bon, tout ça, vous trouvez que c'est lisible ? Quel florilège ? Non, ouais. Justement, ça ne l'est pas. Et ça ne l'est d'autant moins qu'on constate qu'un mouvement s'enclenche d'ouverture vers les entreprises. Il y a eu des signes quand même significatifs, au-delà des signes de forme. Et puis, par une espèce de démarche anecdotique à l'Assemblée nationale, on découvre qu'il y a un petit texte, un petit amendement qui sort et qui met par terre finalement cette confiance et cette lisibilité. Donc le point essentiel finalement, quand on va beaucoup plus loin, on en revient au discours de la méthode ou de l'art de gouverner ou de légiférer. Je crois qu'on a besoin d'avoir un peu plus de maturité. Ce n'est pas propre d'ailleurs au Parlement actuel, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de plusieurs années. On a besoin de maturité dans la façon de légiférer. On a le sentiment que dès qu'il y a un petit problème, que ce soit un problème de nature fiscale, juridique ou de sécurité publique, il y a un député qui court à l'Assemblée nationale et qui fait voter un texte. C'est pas comme ça qu'on légifère. Et donc justement, je reviens au thème de tout à l'heure, il faut donner de la lisibilité. Et puis, il faut être aussi attentif au fait de ne pas cumuler. On sait aujourd'hui que notre corpus législatif, c'est une sédimentation. C'est pas un corpus qui a une cohérence. Qu'est-ce qu'on fait ? On part d'une feuille blanche ? Alors, je pense qu'il y a, parce qu'on ne peut pas tout changer, mais on peut peut-être s'appliquer 2 ou 3 règles. Je crois que Pierre Gattaz avait eu l'occasion d'en parler, mais il existe au Royaume-Uni une règle qui est que lorsqu'on vote un texte de loi, il faut éliminer 2 autres textes de loi qui ont trait au sujet sur lequel la nouvelle loi est votée. J'en rajouterai une autre suggestion, notamment dans tout ce qui concerne le processus législatif à destination des entreprises, c'est de faire en sorte que chaque fois que le Parlement vote une loi qui concerne les entreprises et qui porte sur la responsabilité de l'entreprise, quel que soit le domaine, eh bien que cette loi s'applique aussi à l'État employeur. Parce qu'en permanence, on dit, ben voilà, telle règle sociale, tel engagement, telle contrainte particulière en matière de droit du travail, eh bien faisons en sorte déjà que ce qui s'applique au secteur privé s'applique aussi au secteur public en tant qu'employeur. Et je pense que si on appliquait déjà ces 2 règles, on arriverait à une dynamique qui soit une dynamique un peu plus lisible, pour reprendre l'expression que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que ça vient pas, pardon, est-ce que ces contradictions ne viennent pas aussi du fait qu'on a un gouvernement qui essaie de faire une réforme qui s'adapte aux réalités du moment et une majorité qui, elle, a été élue quand même sur un autre programme. Donc les contradictions qu'il peut y avoir entre des députés qui mettent ces textes comme ça ou ces amendements qui sont très destructeurs en définitive pour l'image du gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction
contradiction à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Mais là, vous posez une question qui est la question institutionnelle. C'est effectivement, est-ce que le gouvernement peut gouverner et est-ce qu'il a un Parlement qui est en cohérence avec ce qu'il souhaite faire. Et du coup, on a des réactions un peu de type, mais c'est pas propre à la situation actuelle, mais des réactions un petit peu de type guérilla, c'est-à-dire, encore une fois, un député ou un sénateur est tombé sur un bon thème, il court à l'Assemblée, il intervient devant les caméras et il fait voter un petit texte qui met par terre la philosophie globale d'un gouvernement et même le corpus législatif qu'il a fait voter précédemment. Ça a été le cas avec la loi sur la sécurité sociale, avec ce petit amendement qui aurait soumis, puisqu'il a été annulé, qui aurait soumis le versement des dividendes à des cotisations sociales. Autant dire que la seule issue pour un entrepreneur, un start-upper, c'était d'attendre la période de 8 ans et après de vendre son entreprise, de ne pas se verser de dividendes et de vendre son entreprise. Juste ce qu'on n'a pas envie de faire, puisqu'on sait qu'en France, le problème, c'est de faire grandir les start-up, devenir des PME et ensuite devenir des ETI. Vous parlez de l'exemplarité de l'État. On a un exemple aussi assez flagrant dans le dossier Ecomove sur la remise en cause de cette signature de l'État. Est-ce que vous aimeriez être le patron d'Ecomove à l'heure actuelle? Sûrement non, pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que ça a pris des dimensions qui sont des dimensions qui dépassent la pure dimension économique du contrat. Mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant d'entreprise, et Cégide travaille avec le secteur public, c'est un vrai sujet de préoccupation. Nous avons le sentiment globalement que lorsque on deal dans le cadre d'un code, qui est le code des marchés publics, eh bien on est dans une sorte de seringue qui n'est pas l'habitude que nous avons, et Dieu sait s'il peut y avoir des négociations et des discussions extrêmement dures entre partenaires privés, mais on est dans une sorte de seringue où on a le sentiment qu'à tout moment, on peut vous sortir le sous-article du sous-article pour remettre en cause le contrat. Donc ça, c'est une vraie question, et ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la stabilité, sur le fait de sanctuariser un peu la relation entre acteurs privés et acteurs publics, puisque là, il s'agit d'une relation de business. Là, c'est plus une relation de citoyen à État. Le pot de fer contre le pot de terre, et donc avec cette incertitude que vous trouvez qui peut-être augmente dans la relation publique-privée? Mais à l'évidence. Et quand vous dites pot de terre contre pot de fer, oui, parce que là, c'est plus le pouvoir économique de l'un vis-à-vis de l'autre qui joue, c'est j'ai mon ensemble de textes que souvent, lorsque je suis PME, je suis dans l'incapacité de connaître dans le détail. Et vous pouvez imaginer qu'en face, il y a toujours quelqu'un, quand un contrat va bien ou moins bien ou pose problème, il y a toujours quelqu'un qui vous sort le bon article pour... Alors, il ne faut pas généraliser. Il y a des collectivités territoriales, notamment des administrations qui sont remarquablement gérées. Mais c'est vrai que cette tendance générale est appuyée par un cadre légal qui est extrêmement défavorable aux entreprises, du fait même de leur complexité. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un arbitraire de l'État aujourd'hui, alors qu'il devrait être au contraire le cadre institutionnel de la stabilité. Alors, arbitraire, le mot est un tout petit peu fort, parce qu'arbitraire, là, on sort de l'État de droit. Non, il y a une position forte qui est appuyé par un atout supplémentaire qui est ce cadre légal, et notamment le Code des marchés publics, qui est incompréhensible. Donc déjà, de toute façon, il y a une injustice, ou il y a une différence de situation, parce qu'on n'est pas au même niveau dans la compréhension des textes. Un dernier mot avant de clore ce chapitre macroéconomique. Comment est-ce que va le pays d'un point de vue économique? Quelle est votre perception en tant que chef d'entreprise? On a l'impression que, on va en reparler, vos chiffres, les entreprises finalement s'en sortent assez bien, alors que bon, il y a quand même des difficultés majeures. Je crois que d'abord un dirigeant d'entreprise, c'est un être humain. C'est un homme, un citoyen qui vit dans un monde, dans son monde ou un autre. Et donc je crois qu'aucun citoyen aujourd'hui ne peut pas percevoir dans sa chair, directement ou indirectement, que la situation économique est très mauvaise. Et pourquoi? Parce que l'indicateur quand même d'un contexte économique, c'est le taux d'emploi ou le niveau de chômage. Et ce qu'il y a de particulièrement frappant, quand on regarde les 2 ou 3 dernières années, pour moi, c'est pas tellement le volume, c'est le fait que plus personne n'est épargné. Et donc ça, c'est un signe. Auparavant, on pouvait imaginer, quand vous êtes surdiplômé, que vous êtes né dans tel ou tel milieu, que, en gros, vous alliez pouvoir arriver à vous en sortir. La reproduction, qui est un vrai problème, qui est la principale injustice d'une société comme la nôtre. Mais on constate aujourd'hui que ça touche tout le monde. Et si ça touche tout le monde, c'est que globalement, ça ne va pas. Alors ça ne veut pas dire que quand ça ne touche
qu'une partie défavorisée, tout va bien. Ce n'est pas du tout le schéma, mais c'est simplement la bonne image que les choses vont mal, vont même très très mal. Après, il y a le deuxième aspect, c'est la perception qu'on a en tant que dirigeant d'entreprise. Globalement, il y a une grande prudence, il y a une grande attention sur la rigueur de la gestion, il y a eu un attentisme considérable sur les investissements, mais globalement, je ne peux pas dire que tous les jours je rencontre des clients, que tous les jours je rencontre des entreprises qui expriment de très grandes difficultés. Ça n'est pas le cas, on sent des tensions sur tous les aspects que j'évoquais. Donc il y a cette sorte de décalage entre la traduction réelle dans la population, dans le peuple français, et puis la perception qu'on a de ce qui fonctionne en termes de dynamique économique. Mais juste pour ne pas être trop long, on le comprend, le sujet du chômage, parce qu'on sait qu'il faut faire 2 points, 2,5 points de croissance chaque année pour que le chômage n'augmente pas. Et comme on est à zéro, ça ne veut pas dire récession, mais comme on est à zéro, eh bien that's it. Est-ce que vous pensez, comme Pascal Lamy, que le SMIC est une barrière à l'entrée sur le marché du travail ? Alors là, on peut parler à perte de vue, c'est absolument évident, et d'ailleurs, on peut mélanger, on peut rajouter à cette problématique le sujet du SMIC, le sujet du niveau de protection sociale globalement. Je ne parle pas de la maladie, mais quand on est au chômage, le revenu minimum d'activité, c'est une vraie question parce que vous ne pouvez pas empêcher un individu de comparer les deux et de considérer que reprendre un travail payé au SMIC, c'est plus pénalisant que le contexte dans lequel il se situe. Donc on crée des schémas d'assimilation, de contexte, de statut, qui fait que ça crée une vraie difficulté, ça peut être un obstacle. Sur le SMIC d'ailleurs, très rapidement, personnellement, je considère que déjà on est en dehors des clous dans l'application, parce qu'un SMIC à Paris et un SMIC dans une petite ville de 10 000 habitants en région, c'est pas la même chose en termes de pouvoir d'achat. Donc, et on sait pratiquer ça, le sujet des parités de pouvoir d'achat, on sait faire quand on envoie des expatriés à l'étranger, on sait comparer les pouvoirs d'achat. Alors, on va voir comment, dans ce contexte, Cegid s'en sort. C'est notre nouvelle rubrique partagée. Patrick Bertrand, on va partager avec vous justement l'état de santé finalement de Cegid, ses ambitions, ses rêves. On va rappeler votre business model, votre activité, peut-être commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous vendez au quotidien ? Alors, nous sommes originellement un éditeur de logiciels, c'est-à-dire qu'on conçoit des logiciels à destination des entreprises pour leur permettre de gérer leur développement. Donc avec des spécialités qui sont la gestion comptable, fiscale, tout ce qui est paye et ressources humaines, et puis des logiciels qui sont dédiés à des secteurs d'activité comme le retail pour la gestion de la boutique, du point de vente, la profession comptable, le secteur public, le manufacturing. Donc on est dans ce qu'on appelle les logiciels B2B. Nous sommes aujourd'hui 2100 personnes, on réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de personnes à l'international puisqu'on a un développement international et globalement, c'est vrai que la situation est plutôt pas mauvaise et même plutôt bonne si on regarde Cegid proprement dit. Alors plutôt pas mauvaise compte tenu du contexte global économique. En ce 5% de croissance trimestrielle. Absolument, 5% sur le métier de base, mais plus de 30% sur les nouveaux développements autour du cloud et du software de service. Alors pourquoi ça se tient à peu près, même si ça a diminué par rapport aux grandes années, je parle du marché globalement? Eh bien parce que le numérique est un outil d'amélioration de la performance d'une entreprise, soit amélioration de ses coûts, de sa gestion interne, je veux améliorer ma chaîne logistique, soit au contraire amélioration de son offre, par exemple la qualité de service qu'on peut avoir vis-à-vis d'un client. Et puis il y a le deuxième aspect qui est propre à Cegid, nous avons beaucoup investi en R&D et innovation au cours des dernières années, donc nos offres sont bien alignées par rapport au cycle de vie de produits. Et deuxième élément, on a été précurseur en matière de SaaS et cloud, donc on a une vraie compétence dans ce domaine-là. C'est le thème de l'émission. Est-ce qu'on peut gagner dans l'industrie logicielle sans être américain ? C'est un vrai thème. Est-ce qu'on peut gagner, c'est être leader mondial? Je le souhaite parce que je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent qu'on vit une vie de fataliste. On ne serait d'ailleurs pas dirigeant d'entreprise si on était totalement fataliste. On croit toujours qu'on peut peser un peu sur les événements. Mais par contre, il y a une vraie place pour des acteurs et des
des acteurs français, européens. D'ailleurs, il y a des très belles réussites. On a eu l'occasion très souvent de parler de SAP. Quand on regarde des entreprises de taille moins importante, Talend, qui est basée en Californie, qui est une société française. Le succès de Criteo, on l'a évoqué. Il y a de magnifiques réussites. Finalement vers ce barycentre américain. Pas forcément, puisque on a évoqué, il y a aussi de belles réussites en France comme Blablacar, venteprivée.com. Donc il y a dans beaucoup de domaines une capacité assez forte, notamment de la France, d'émerger dans cette logique-là. La vraie question, c'est comment on se positionne par rapport aux grands leaders mondiaux et comment est-ce qu'on devient un leader mondial. Et c'est une problématique qui est une problématique réelle. Alors c'est une problématique qui est une problématique réelle parce qu'il y a des sujets dont on ne peut pas s'exonérer. Il n'y a pas de marché unique. C'est-à-dire que c'est faux de dire qu'on s'adresse à 500 millions de consommateurs en Europe, puisqu'il y a 26, 27, 28 X pays, avec des réglementations différentes, avec une approche du business qui est complètement différente. Donc ça, c'est une vraie question, le marché d'origine. Le deuxième élément qui pose question, qui est en train de s'améliorer, c'était la capacité pour les entreprises de trouver, après l'early stage, après l'amorçage, des logiques de financement qui leur permettent de passer vraiment à la vitesse supérieure. Et puis, à côté, il y a de vrais atouts. Les vrais atouts, c'est l'imagination française, c'est la R&D, c'est la compétence de nos hommes, c'est la vision. Et d'ailleurs, vous savez très bien que quand une entreprise américaine achète une boîte du numérique en France, elle garde ses équipes d'innovation et de R&D en France. Et la plupart du temps, quand on accompagne une entreprise française qui va s'installer à l'international, un des premiers conseils qu'on lui donne, c'est de garder ses équipes de R&D en France. On la cote. Oui, pas qu'ingénieur d'ailleurs, parce que une solution digitale, c'est pas que du code qui relève évidemment de compétences techniques, c'est aussi du design, c'est aussi de l'ergonomie, ce qu'on appelle l'IHM, l'interface homme-machine. Un logiciel est efficace lorsqu'il correspond bien à l'utilisateur et qu'il est bien utilisé par l'utilisateur. Et donc on a de vraies compétences dans ces domaines-là, mais il ne faut pas perdre de temps. 170 millions d'euros, hein, c'est votre trésor de guerre disponible pour des rachats. C'est la capacité de tirage, voilà. Effectivement. Vous ciblez deux entreprises, deux acquisitions taille moyenne, une en France, une aux États-Unis. C'est dans les tuyaux, ça avance? Alors écoutez, ce sujet-là, c'est toujours un peu difficile parce qu'il m'est arrivé de mener des négociations et le jour du closing, du final, on ne signait pas. Donc, mais la réalité, c'est que depuis 6 mois, nous avons structuré le processus de démarche pour acquérir des entreprises et qu'effectivement, il y a des discussions en cours sur le territoire européen et sur le territoire nord-américain. Donc ça veut dire qu'il faut acheter sa croissance, c'est difficile de faire que de l'organique, hein. Alors, dans notre métier, oui, pour une raison que vous allez très bien comprendre. Lorsque vous achetez un écran plat, à la limite, 2 ou 3 ans après, il y a une nouvelle innovation, vous le changez, il n'y a pas de difficulté. C'est juste de poser un écran et de le changer. Lorsque vous investissez dans votre système d'information, c'est une conduite du changement. C'est un changement, vous organisez vos processus autour de ce système d'information. Donc la durée de vie d'utilisation est beaucoup plus longue. Elle est de 7, 8 ans, 10 ans, même s'il y a des améliorations qui interviennent à chaque fois. Donc naturellement, ça signifie que le développement d'une entreprise dans nos métiers, c'est de l'organique et c'est aussi de la croissance externe pour acquérir de la base installée, pour acquérir des compétences, éventuellement acquérir des technologies. Un mot sur la bourse, hein. Vous avez un parcours boursier depuis le début de l'année qui est plutôt bon, hein, plus 15%, c'est plus que le CAC si on prend ça comme référence, mais il est un peu flat depuis 6 mois. Vous attendez un catalyseur, est-ce que justement ça pourrait être cette acquisition ou autre chose? C'est toujours difficile d'abord de commenter un cours de bourse et deuxièmement de comprendre finalement comment les investisseurs fonctionnent. Soit qu'ils soient actionnaires actuellement ou qui voudraient acheter du Cegid. Alors ce qu'on dit aux investisseurs, le premier élément c'est qu'on a affiché une forte progression des résultats l'année dernière. Cette année, nous l'avons indiqué comme driver et je pense que ça sera le cas dans les années suivantes. Le deuxième élément, c'est qu'on a un niveau de chiffre d'affaires récurrent extrêmement élevé, plus de 60% du chiffre d'affaires récurrent, avec 110 000 clients, 400 000 utilisateurs. Troisième élément, nous avons démontré avec notre politique d'innovation qu'on savait prendre les bons virages. Le SaaS et le cloud. Et puis,
je dis, en plus, il peut y avoir une sorte de billet de loterie ou de kicker supplémentaire qui serait lié évidemment à des événements, des prises d'initiative qui intéresseraient le marché. Mais au-delà de tout ça, ce que je constate, c'est que mid-cap, on est toujours sous-coté, on est incompris, il n'y a pas simplement Cegid en particulier, donc c'est difficile d'intéresser les investisseurs. Et puis le deuxième élément, quand je regarde ce qu'on appelle les comparables de transactions, notamment deux entreprises très proches de Cegid en termes de métiers qui sont des entreprises basées en Europe du Nord, eh bien on voit bien que le cours de Cegid aujourd'hui est totalement décalé de la valeur par action qui ressortirait de l'application des multiples qui ont été appliqués pour ces transactions-là. Donc tous les espoirs sont permis. Et puis au bout du bout, c'est la sécurité. Sécurité parce qu'on a une très bonne structure financière, le chiffre d'affaires récurrent, je l'évoquais. Le fait aussi qu'on verse, depuis qu'on est coté en bourse, 83 la création, 86 cotations en bourse. Depuis qu'on est coté en bourse, on verse un dividende. Donc ce sont des éléments qui sont des éléments plutôt sécurisants par rapport à certains emprunts d'État dont on connaît bien le risque de défaillance. Vous parlez de l'innovation, vous avez déposé même un sigle pour caractériser votre innovation, Mobiclo, ça veut dire quoi? Alors Mobiclo, effectivement, c'est une marque déposée de Cegid. Ça résume tous les axes stratégiques de notre innovation. Donc, Mo pour mobilité. Vous savez qu'aujourd'hui, je veux dire, y compris dans l'environnement professionnel, on travaille avec des smartphones, des tablettes, des laptops, parfois d'ailleurs des phablettes. Donc mobilité, il faut que tous nos logiciels, toutes nos solutions soient accessibles en mode mobilité. BI, ce qu'on appelle les analytics, alors là, c'est assez intéressant, ça consiste à faire en sorte que auparavant, un logiciel, c'était un outil de traitement de la donnée, puis il fallait faire parfois défiler 40 écrans pour arriver à la bonne information. Là, l'analytics sont des logiciels qui vont rechercher les données pertinentes et qui les transforment en information. Donc, c'est l'objet de la transformation de la donnée en information de pilotage. Et puis, dernier élément, Clo pour cloud, puisque de plus en plus d'entreprises veulent aujourd'hui s'appuyer sur un environnement d'infrastructure externalisé. Les problèmes de sécurité en la matière sont quand même toujours récurrents. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le point? Alors, c'est l'éternel sujet. C'est soit on croit au monde absolu, et à ce moment-là, il vaut mieux être philosophe, et encore, puisque ce sont des hommes de doute, les philosophes, soit on pense qu'il y a toujours des risques, et il y aura toujours des risques, y compris d'intrusion, de vol de données. La vraie question, c'est de savoir à qui vous confiez la gestion de ce risque. Est-ce que vous pensez que sur votre ordinateur personnel chez vous, avec peut-être 2 ou 3 jeunes enfants qui téléchargent dans tous les sens, etc., est-ce que vous pensez vraiment que votre donnée, elle est mieux protégée qu'en la confiant avec un accord de service, avec des engagements précis, à quelqu'un dont c'est le métier de gérer, non pas la donnée, mais de gérer la sécurité, l'intégrité de cette donnée. Voilà, mais c'est comme quand vous vous assurez pour votre appartement, vous mettez 3 points ou une alarme, vous pouvez être quand même cambriolé, vous êtes informé plus vite et vous pouvez réagir plus vite. Alors rapidement, parce que le temps passe, même si on prend le temps chez Décideur TV, un mot sur des thèmes qui vous tiennent à cœur, l'écosystème. Vous êtes particulièrement vigilant là-dessus, au point que vous avez lancé une fondation. Il n'y a pas que LVMH qui lance des fondations. Il y a une fondation Cegid. Ça tombait bien en termes de timing. Pourquoi une fondation ? Parce qu'une entreprise qui ne s'ouvre pas à l'extérieur n'est pas une entreprise apprenante. Et deuxièmement, une entreprise qui ne donne pas du sens à ses collaborateurs et collaboratrices, eh bien finalement, elle est pilotée uniquement par le compte de résultat. Et j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer, quand vous faites une réunion de collaborateurs en début d'année, si c'est pour leur parler du budget et de l'objectif de chiffre d'affaires, je pense que vous n'avez pas réussi votre exercice d'entraînement. Donc pour nous, c'est ouverture sur l'extérieur, c'est faire en sorte d'apprendre aussi, d'apporter et d'apprendre. Et donc cette fondation, on veut la gérer de façon professionnelle, donc elle a 4 axes stratégiques, l'intégration, tout ce qui est insertion, la santé, la logique de numérique et d'entrepreneuriat. Donc tout ça, et l'éducation, sont des éléments qui sont pour nous tout à fait essentiels, et de faire en sorte qu'on accompagne un certain nombre d'initiatives dans ces domaines-là, mais dans une logique collaborative. Il ne s'agit pas de remplir les 10 pages de clauses, de chapitres RSE dans le rapport annuel,
Il s'agit de faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices de Cégide s'impliquent. Et donc, on soutient la Web Academy, on soutient l'incubateur de M Lyon, on soutient des initiatives d'intégration et d'insertion de jeunes au travers le sport. Voilà tout ce qui, pour nous, donne du sens à ce que fait Cégide. Et au-delà de ça, vous allez même jusqu'au corporate venture, c'est-à-dire prendre des risques en capital aux côtés d'entrepreneurs, jusqu'à 20%. Ça, ce sont des nouveaux textes qui sont sortis juste avant les vacances et qui donnent la possibilité pour les entreprises qui ont envie de faire foisonner l'innovation entre la grande entreprise et la start-up, c'est d'accompagner cet échange, cette open innovation, de l'accompagner d'une prise de participation, c'est-à-dire pas au sens prise de la participation, mais au sens de financement jusqu'à hauteur de 20%. Et donc, on va utiliser aussi cet outil. Donc, à côté de notre programme Cégide Éducation, de notre fondation et du fonds de dotation, il y aura aussi un programme Corporate Venture chez Cégide. Ça veut dire que certains de vos collaborateurs peuvent accompagner ces startups? Alors, le cas échéant, en tant que mentor, déjà, c'est-à-dire d'accompagner et de travailler ensemble, puisque le but, c'est de travailler sur des projets d'innovation. Et puis après, s'il peut y avoir échange de collaborateurs et de compétences, why not? Je veux dire, le monde est un monde ouvert. Vous savez, on ne retient pas les gens avec un fil. La transformation digitale, il y a eu 2 rapports, un de McKinsey, l'autre de Roland Berger, qui sont sortis sur ce sujet rapidement. La France se situe comment? Alors, il y a 2 points majeurs. Bon, c'est des rapports denses, mais si on essaie d'en faire un abstract très rapide, le premier, c'est mise en évidence qu'il y a une décorrélation entre les particuliers, les citoyens que nous sommes et les particuliers que nous sommes, qui sont très en avance. C'est-à-dire la France est pratiquement dans les premières places dans ce qu'on appelle l'utilisation du numérique, du digital. Ça s'est considérablement développé en France. Et l'appropriation par les entreprises du digital. Donc effectivement, il y a une décorrélation. Mon sentiment est que ce comportement personnel va tirer les entreprises. Vous savez, vous ne recrutez plus un jeune aujourd'hui en disant « ton poste de travail, c'est un ordinateur avec l'unité centrale sous le bureau et puis tu vas enfiler une disquette ou un CD pour pouvoir travailler ». Donc tout ça va tirer cette dynamique. Ça, c'est plutôt l'approche bottom-up. Il y a un autre aspect, c'est qu'il doit y avoir une approche top-down, c'est-à-dire que c'est un élément stratégique d'une entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est technique, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'opérationnel courant, c'est une option stratégique majeure. Pourquoi? Parce qu'elle améliore la performance des entreprises. Et deuxième élément, parce qu'elle peut aussi permettre à une entreprise de comprendre que si elle ne change pas de modèle, il y a beaucoup d'exemples autour du numérique, si elle ne change pas de modèle, elle meurt. Donc c'est bien stratégique, ce n'est pas de l'opérationnel quotidien. Lance d'ailleurs aujourd'hui annonce une opération pour justement essayer de convertir les PME au net. Formidable, Google lance plein d'initiatives, y compris dans le monde de la santé. Vous avez vu ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière. Tout ce qui concourt à une prise de conscience, c'est positif. Après, ça a des conséquences dans le mode de fonctionnement de notre société, le mode de fonctionnement de notre économie, dans la compétition des territoires, qui est un élément essentiel. On n'est plus dans la compétition d'entreprise uniquement. On est dans une compétition de territoire et ce n'est pas un sujet anodin. Allez, dernière rubrique, une rubrique qui vous est propre et réservée. Qu'est-ce qu'aime Patrick Bertrand ? Et oui, l'économie, ce n'est pas que des chiffres, des comptes de résultats, on en parlait, ce sont des hommes et des femmes qui la construisent au quotidien. D'un mot, qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du boulot ? C'est un sujet très vaste. Je vais d'abord passer côté proche du boulot. D'abord, premier élément, effectivement, métier de dirigeant d'entreprise, c'est un métier qui est extrêmement prenant si on veut le faire bien. La deuxième chose, c'est que je pense qu'au travers de son travail, en s'impliquant dans le collectif, on vit des aventures absolument extraordinaires et finalement qui ne se raccrochent pas au travail, mais qui ont un lien. Financer des startups, ce que j'ai l'occasion de faire depuis une vingtaine d'années, absolument. Et on a créé, absolument. Pourquoi est-ce que vous aidez des startups ? Parce que, vous voyez, on parlait d'aimer, il faut aimer les autres. Et je trouve absolument incroyable cette émotion qu'on a en face de 2 ou 3 jeunes qui pitchent. C'est une émotion, mais qui est absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous des gens, des êtres humains qui prennent en main leur vie en prenant des risques. Et ça, il n'y a rien de plus extraordinaire. Mais on peut être ému par plein d'autres choses. Et donc, on a créé un groupe de business angels, une vingtaine de dirigeants d'entreprises et d'entrepreneurs, pour les aider, qui s'appelle Seed for Soft. Donc, on se concentre sur le soft et le numérique au sens large. Deuxième élément, c'est s'impliquer dans le collectif. Je pense que quand on est dirigeant d'entreprise, on doit réserver
réserver un peu de temps pour le collectif. J'ai eu l'occasion de beaucoup m'impliquer dans des organisations professionnelles pour le logiciel, au Conseil national du numérique, au sein du MEDEF. Et les dirigeants d'entreprise, et notamment les chefs d'entreprise, devraient intégrer le fait qu'ils en retirent toujours quelque chose. Moi, la règle que je me suis fixée, c'est quand je vais dans ce type de réunion, soit en tant que spectateur, soit en tant qu'intervenant, je veux repartir avec une idée pour moi-même, pour mon entreprise, pour ma vie, pour mon entourage. Je pense que c'est essentiel. Alors après, heureusement que l'homme vibre de bien d'autres choses, mais là, je rentre... Pour changer les idées, alors pour vraiment quitter ce monde du numérique. Un voyage, mais pas un voyage dans des hôtels luxe 4 étoiles avec l'avion qui arrive bien comme il faut, non, essayer bien sûr d'avoir le confort, mais en même temps d'aller à la rencontre, de comprendre un pays, de comprendre une culture, et puis quelle belle émotion, une belle exposition. Vous savez, Hokusai, Niki de Saint-Phal, l'exposition jumelée au Grand Palais, ce sont des instants absolument merveilleux, et je crois qu'il est bon de rappeler à tout le monde qu'on n'a pas besoin de connaître, d'être expert. Laissez libre aller votre émotion, et vous aurez, et pas de terrorisme intellectuel, c'est la pire des choses. Votre dernier voyage, c'était quel pays? Le dernier voyage, c'était voyage professionnel, donc je ne vais pas le dire parce que c'était pour une cible. Le dernier voyage qui vous a marqué, qui vous a ému, qui m'a vraiment ému, c'était dans un petit village où j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était en Zambie, où j'ai eu l'occasion de constater que dans nos civilisations, ça ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause la société moderne, mais qu'il y a un problème de calage et de relativisation des choses. Voilà. Et donc, on peut rencontrer des gens heureux qui ne sont pas dans le confort dans lequel on vit, et c'est absolument formidable. Un dernier mot sur le foot. Vous faites partie du conseil d'administration et du comité d'audit de l'OL. Oui. Vous aimez le foot? Bon, j'ai joué beaucoup jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans. Après, je suis orienté vers des sports un peu plus courts parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Oui, vous savez, vous mettez un ballon, alors il n'y a pas que le football, vous mettez un ballon ou une tablette dans les mains de jeunes de 8-10 ans, de toutes origines, ethniques, sociales, de religion, ils se comprennent. Donc le ballon, c'est un truc formidable, et c'est vrai que autour du ballon, il y a majoritairement le football dans le monde. Ça ne veut pas dire que le rugby, le basket, le handball, le volleyball soient des sports, mais c'est une aventure absolument extraordinaire. C'est une leçon absolument formidable. Voir ce que fait Jean-Michel Aulas autour de l'Olympique Lyonnais, la construction du stade, la fondation aussi, IOL, qui travaille beaucoup sur l'intégration des jeunes au travers du sport. Et dernier élément, l'option qui a été prise il y a 18 mois pour faire en sorte que le centre de formation soit au fond le moteur de la dynamique sportive de l'Olympique Lyonnais, tous les jours je m'émerveille. Alors après, il y a des jours sans, il y a des jours avec. On est plutôt sur une bonne tendance, donc c'est plutôt positif. On verra l'OL champion de France à nouveau? We'll see, on verra. Difficile de faire des pronostics dans ces domaines-là parce que oui, c'est plus dur que le business. Et là, il n'y a pas simplement que le décor qui peut changer de jour en jour, mais il y a la performance sportive. Hein. Absolument. Mais d'ailleurs, si on reprend la métaphore sportive, imaginez qu'à chaque match, on vous change les règles. C'est quand même un peu ce qui se passe pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Même si ça se ralentit et qu'il y a une vraie prise de conscience, il faut en faire le crédit au gouvernement. Je veux dire, le French gouvernement bashing, je n'en fais pas partie. J'ai d'ailleurs créé un hashtag qui était Alto French bashing. Il y a de magnifiques choses à réaliser en France, mais juste laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, on finira sur cette phrase de conclusion. Merci Patrick Bertrand, c'était votre tribune des décideurs. Merci Robert, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.